TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 46. Cette semaine, on revient sur le Grand Prix d'Autriche numéro 2, aussi connu comme le Grand Prix de Styrie. On va revenir sur quelques points litigieux et sur évidemment une rumeur qui commence à enfler. Pour cela, je vais parler de cela avec mes collaborateurs habituels, Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Ça va bien? Ça va extrêmement bien encore. Et ouais. toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que là, tu te sens mieux? Oui. Il n'y a pas eu trop d'accrochage durant la course qui m'a fait enflammer. Donc, je devrais être plus calme et plus détendu aujourd'hui. Parfait. Malgré le fait que Alex Albon a failli être accroché encore une fois. Ouais, mais là, c'était un peu à cause d'Albon. Il est peut-être un peu allé fort, mais finalement, tout est bien fini. Perez est resté. C'est Perez qui reste en piste et Albon aussi, donc tout est bien fini. Au moins. Et on a Ana Maria Mercado Lopez. Bonsoir, Ana Maria. Allô, Adou. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui, est-ce que toi aussi tu te sens mieux comme la semaine dernière? Pas de points litigieux cette fois-ci? Non, ça va mieux. Ok, parfait. Donc tout le monde va bien. Moi aussi, je vais relativement bien. Alors, nous sommes prêts à démarrer ce podcast. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs puisque c'est un départ. Alors, cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Styrie ou bien Autriche numéro 2. Donc, pour la première fois, on avait 2 Grands Prix consécutifs sur le même circuit, en fait. Mais c'est pas la première fois que ça arrivait. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était Australie 95 et 96 qui accueillaient respectivement la dernière course de la saison 95 et la première de 96, mais à 2 endroits différents. Alors, ce Grand Prix, peut-être moins riche en rebondissements que le tout premier, nous a offert une autre victoire de Mercedes. Cette fois-ci, c'est Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix devant Valtteri Bottas. Max Verstappen, au grand plaisir de Marc-André et de Brian, termine 3e. Alex Albon finit 4e. Lando Norris finit 5e. Sergio Perez et Lance Stroll terminent 7e, mais ce sont des résultats provisoires. On vous expliquera pourquoi. Daniel Ricciardo termine 8e. Carlos Sainz 9e et Daniel Kvyat sur la AlphaTauri 10e. Si vous vous demandez où se trouvent les Ferrari et pourquoi ils ne sont pas dans le top 10, on vous expliquera plus tard, mais avant tout, on a quelques statistiques en fait relatives à ce Grand Prix. La victoire de Lewis Hamilton est la 85e de sa carrière, donc il n'est plus qu'à 6 d'égaler la marque de Michael Schumacher. Et ironiquement, il reste 8 courses, si on peut dire, parce que ça a été confirmé qu'on aura le Grand Prix de la Toscane à Mugello, le circuit qui appartient à Ferrari, et le Grand Prix de Russie au mois de septembre. Il s'agissait aussi de son 152e podium, donc il n'est plus qu'à 3 du record de Michael Schumacher. C'était la 51e victoire de Hamilton de la pole position. Et en plus de ça, c'est sa 35e course consécutive dans les points pour lui et pour Mercedes, puisque c'est un record qui date de Autriche 2018, alors que les deux
Mercedes avait abandonné un rare double abandon en fait, et Hamilton est le premier pilote depuis Sir Jack Brabham à remporter un Grand Prix dans 3 décennies différentes. Il a gagné dans les années 2000, évidemment en 2010 et là en 2020. Alors, avant de parler de Ferrari et le segment For Ferrari's Sake ou FFS, je vais vous demander, Marc-André et Anna Maria, de me donner en fait vos évaluations post-Grand Prix, donc performance du jour, contre-performance du jour et moment cocasse. Alors, on va commencer avec Marc-André. Donc, pour ce Grand Prix, en fait, ce premier Grand Prix de Styrie, un Grand Prix qui a été quand même intéressant malgré que vers le milieu, c'était un peu endormant, disons, mais ça s'est réglé lorsque Perez, Stroll et Ricciardo ont décidé d'animer le spectacle. Ma performance du jour, encore une fois, je suis obligé de la donner à Lando Norris, qui a, pour un deuxième Grand Prix consécutif, fait des miracles en partant 9e, si je me trompe pas, et en montant tranquillement, pas vite, dans le classement total de la course pour terminer 6e. Et il s'est bien battu vers la fin là, avec Stroll et Ricciardo qui se sont un peu à côté ensemble, qui ont sorti la piste. Norris en a profité et a fait un magnifique dépassement aussi sur Perez. Donc, vraiment, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, mais on trouvait qu'il était à la surprise. Mais encore une fois, je pense qu'il a réussi ça. Et il donne la 2e position à McLaren quand même pour le classement des écuries en ce moment. C'est certain que ce n'est pas un classement final. Là. Ça va changer pour le prochain Grand Prix probablement, mais tout de même, McLaren se retrouve à cette position, notamment grâce à Norris. Et contre-performance du jour? Je pense que je suis obligé de le donner au Ferrari. On va en parler beaucoup dans quelques instants. Ouais. Je vais laisser sur la glace. Mais encore une fois, c'est une déception totale. On s'attendait à mieux. Et en fait, ça n'a même pas duré même pas 1 kilomètre. Même pas. Même pas. Donc, on en parlera. Oui, et ton moment cocasse? Moment cocasse, j'en ai pas trouvé. Fait que je pourrais reprendre, tant qu'à ça, prendre le même que la semaine dernière. Les As sont restés sur la piste, n'ont pas eu trop de problèmes de frein, donc... Oh, au moins ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Anna Maria, toi, tes évaluations post-Grand Prix? Je dirais que j'ai à peu près la même chose que Marc-André, parce que ma performance de jour il valait à Norris, juste parce que je pourrais dire aussi Hamilton, pero lui, est un peu plus facile pour lui la journée, mais Norris il est sorti avec la pénalité depuis une qualification difficile. Et aún plus la pénalité de 3 places, de que c'est lui son compagnon d'équipe, son coéquipier, qui était 3e dans la qualif. Mais Norris il a réussi quand même, il a resté toute la course, il a pu profiter d'avantages. Mais on ne pourrait pas dire qu'il a gagné des places de la Ferrari parce qu'il était derrière, le Ferrari était derrière lui. En plus, il a réussi à faire un de meilleurs moments à la lutte pour la place avec les deux Racing Point, Ricciardo, et c'est lui qui a sorti gagnant. Scénario 7. Retenez bien ça. C'est le nouveau It's Hammer Time. Contre-performance du jour?
Contre-performance, il n'y a pas de doute. C'est juste Ferrari, ils n'ont rien fait. C'était mauvais. La qualif était difficile. Et je ne vais pas blâmer aucun pilote, par contre, mais la qualification il était dure. Ferrari, en général, comme équipe, comme je te dis la semaine dernière, les chronos. Ils mentent pas. C'est là qu'ils se sont plantés à la qualif. Et après, c'est la sortie de Leclerc qui était un peu folle aussi. Oui. Il est parti un peu comme Haas. Comme les deux. Oui, c'est à peu près manoussé. Aïe. C'était pas beau à voir, c'était... Oui, ça finit vite, mais c'était quand même... C'est tout le monde qu'il faut la mettre tout le monde. Ouais, exact. Je dirais pas Vettel, cette fois-ci, il n'a pas fait grand-chose, mais lui aussi, il n'a pas fait grand-chose, c'était pas sa faute non plus, fait qu'on blâme toute l'équipe. Ouais, on gagne en équipe et on perd en équipe. Mais oui, l'habitude c'est on perd en Vettel, on gagne en équipe, mais cette fois-ci, on ne peut pas ignorer. C'est ça. L'équipe au complet, il a fait un mauvais travail. Et ton moment cocasse? Ah, mon moment cocasse, peut-être, c'était pas beaucoup remarqué pendant la course, mais c'est ça quand Leclerc il rentre il fonce dans l'auto de Vettel, qui donne la radio et dit à l'équipe qu'il se fait frapper à l'arrière. Il y a beaucoup de dommages. Oui, c'est ça les moments cocasses parce que personne l'a touché. Ouais, ça c'est celui qui était derrière lui, c'est Kimi et son caméra qui tout montrait, mais c'est ça, c'est lui qui a touché, c'est pas lui qui était touché. Ouais, exact. Donc, gros moment cocasse. Et on dit que c'est la faute d'Ericsson, David. Ouais, non, cette fois-ci, on pourrait blâmer autant Ericsson qu'un fantôme. Sinon, il y a Francis Paquette sur Twitter, un habitué du bulletin F1, de notre podcast, de notre site, qui nous donne ses performances, contre-performances et moments cocasses. Sa performance du jour va aux 2 Racing Point et je vais dire provisoirement et Lando Norris. La contre-performance va à qui donc? Ah oui, Ferrari. Et le moment cocasse, c'est devenu un meme. C'est sur Google Maps, des gens se sont amusés à mettre des points d'intérêt sur le Red Bull Ring. On a entre autres le Bottas Mooring Service, qui est en fait là où Valtteri Bottas a fait son erreur en qualification lors du Grand Prix d'Autriche. Je vous avais en chat privé, je vous avais envoyé quelques captures d'écran de Google Maps où on voit par exemple le point de contact entre Hamilton et Alex Albon. On voit ici le cimetière des espoirs du victoire d'Alex Albon, l'aileron avant de Sergio Perez, les espoirs de points de George Russell. Tout ça, c'était vraiment drôle. C'est devenu un meme. Puis je me demande même si ça va continuer lors du Grand Prix de Hongrie, en fait. Qui est en fait... Ce qui est fascinant, oui. C'est que habituellement, faire les démarches avec Google, ça prend à peu près 2 semaines. Donc, je sais pas comment ils ont réussi à faire pour le faire dans un temps aussi restreint. Peut-être qu'ils ont été aidés justement par Google, mais je trouve que ça rajoute à la farce un peu. Ouais, c'est ça qui est drôle, mais et en plus, tu vois, il y a même Ferrari, même le point de contact où justement il y a eu Ferrari, ce qui se retrouve aussi sur Google Maps. Donc, si vous tapez juste pour le fun Red Bull Ring et que vous faites des zooms, vous allez voir les points justement où ces moments se sont produits. Moi, j'ai vraiment adoré ça.
je me suis amusé. Moi, le plus drôle, c'est Checo Sweat quand Perez a fini sixième au photo finish avec un aileron avant endommagé. Ça, c'était vraiment drôle. Mais ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment cocasse. Et Francis pose cette question, puis d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener au premier sujet. Doit-on rire ou non de la situation chez Ferrari? Ou en gros, c'est la deuxième partie du segment For Ferrari's Sake, ou FFS. Si vous ne savez pas c'est quoi FFS, remplacez Ferrari par un juron anglais. Ça vous dit... Bref. Donc, comme on l'a dit, Ferrari, ça a été une fin de semaine complètement à oublier. Anna Maria a parlé de cette séance de qualification où Charles Leclerc a été éliminé en Q2 comme Vettel la semaine d'avant. Mais là, cette fois-ci, c'était sous la pluie. Et évidemment, il y a eu cette collision lors du premier tour au virage 3. Et tout ça, ça survient au moment où Ferrari amène des modifications, des mises à jour de leur SF1000. Et ça, c'est triste à dire, mais est-ce que Ferrari commence à devenir une équipe de milieu de plateau pour cette année? C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que oui. On voit les résultats depuis 2 courses. Puis, écoute, la qualification de la semaine dernière était complètement ratée. Encore une fois, le rythme n'est pas là. Les 2 pilotes ont énormément de difficultés à profiter d'une performance qui est favorable pour eux. Puis ça donne le résultat d'aujourd'hui où Ferrari s'est retrouvé encore une fois. Là, bon, il y a eu l'accident, mais on peut se poser la question si jamais Ferrari termine plus haut, est-ce que l'accident survient? Peut-être pas. Donc, c'est certain que de se retrouver en milieu de peloton, ça augmente les chances de contact. Il y a plus de voitures que si tu te retrouves en arrière de Hamilton ou Bottas, puis que tu es comme 3 ou 5e. Il y a beaucoup moins de voitures près de toi, donc tu as moins de chances d'accident. Et on voit le résultat. Et on faisait la blague en regardant la situation. L'an prochain, c'est chez Ferrari, mais Sainz s'en va là. Et on faisait la blague que peut-être qu'il n'était pas trop content en regardant les résultats de Ferrari, mais c'est une question qui est pertinente à se poser en ce moment. Est-ce que Ferrari va être capable de reprendre le niveau d'avant ou même de la saison passée? Cette année, j'ai de gros doutes parce qu'on a vu, malgré l'évolution qu'ils ont tenté de faire au cours de la fin de semaine, les résultats n'y étaient pas. Oui, et aussi, il faut préciser que les voitures vont... en fait, ils vont garder le même châssis pour l'année prochaine, étant donné que les règles prévues pour 2021 ont été repoussées pour 2022. Et ça, c'est vraiment... Et ça risque de jouer contre Ferrari. Autant que ça pourrait jouer à l'avantage de Racing Point avec un astérisque. Donc, déjà, Ferrari, si les évolutions ne fonctionnent pas dès le Grand Prix d'Hongrie, parce que là, on l'a vu... en fait, je pourrais pas dire on l'a vu, on ne sait pas en fait ce que ça donne en course parce que Leclerc a fait une attaque kamikaze. Je suis désolé de le dire, c'était une kamikaze. Ça n'a pas marché. Toutes les choses qui ont mis à nouveau, et ils l'ont mis dans les essais libres, les vendredis, les 12e, ils ont mis sur Vettel de nouvel aileron et tout ça, et ça n'a pas marché. Vettel, il restait, je pense que 17 ou 16. Il ne réussit même pas. Oui. Ça n'a pas marché, les nouvelles choses qu'on essayait. Mais si, à la défense... Marché, et ça, l'équipe, c'est déjà, même si on avait fait toute la course, ça c'était fini. C'est ça le problème aussi. C'est pas juste parce qu'ils ont crashé, c'est juste parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas marché. C'est ça le problème, parce qu'on dit qu'ils vont tous
solutionner avec ça, mais ça marche pas. Puis aussi, si je peux ajouter, c'est que moi, je pense qu'il y a aussi un problème avec le moteur. Ça, c'est clair, net et précis. Ils ont encore perdu des dixièmes de seconde sur les longues lignes droites. Puis, pour faire référence aussi à ce que tu disais, Anna Maria, lors des essais du vendredi, les qualifs ont lieu sous la pluie, mais si ça avait été des conditions encore pires que ce qu'on a vu samedi, la séance de qualification aurait été soit repoussé au dimanche matin ou dans le pire des cas même annulé, puis on prend les essais des essais libres 2, donc Vettel serait parti 16e et encore là Vettel a vu son temps être retiré parce qu'il était hors piste lorsqu'il a fait son tour, donc ça le plaçait peut-être dans le top 10 mais pas au niveau espéré, donc c'est vrai qu'il y a un problème avec le moteur, ça on le sait. On se demande même est-ce que c'est pas en lien avec, avec toute cette histoire de l'égalité du moteur. Mais aussi, toutes les pièces qui ont été amenées ne fonctionnent vraiment pas. Puis là, on va arriver en Hongrie. Peut-être sur un circuit où on ne demande pas beaucoup de moteurs, on demande plus de pièces aérodynamiques. Donc, ça peut peut-être être... Est-ce que ça peut être un avantage pour la Scuderia Ferrari? Pire. C'est un désavantage, je dirais. Pire, parce que à la base, si tu l'as mentionné, à la base, le Grand Prix de Hongrie n'est pas un Grand Prix de moteur, mais utilise énormément l'aérodynamisme. Et présentement, on voit à quel point l'aérodynamisme est difficile chez Ferrari, avec tous les ajouts qu'ils ont fait aujourd'hui, la semaine passée. Et chose qui est importante aussi d'ajouter, c'est qu'ils ont eu beaucoup moins de temps en piste qu'ils pensaient, alors que les essais libres 3 ont été annulés. Alors ça, c'est énormément de temps qui devait être passé sur la piste, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, ce sont des résultats et un nombre de tours quand même importants qui ont perdu et qui pourront pas reprendre en fait. Donc, est-ce qu'ils l'ont vraiment tous les résultats qu'ils voulaient par rapport aux ajouts qu'ils ont fait? C'est une question qui est encore importante à se poser. Je pense que non, parce que dans les ajouts, il avait probablement pensé qu'il y avait 3 essais libres pour tester au maximum les nouveaux ajouts. Alors, j'ai hâte de voir en Hongrie, mais j'ai l'impression que ça va être pas mal semblable, parce que même si c'est pas un Grand Prix et un circuit de vitesse, j'ai l'impression que l'aérodynamisme a beaucoup de difficultés chez Ferrari cette année. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je sais pas. Est-ce que les essais en Hongrie... Oui, vas-y, en Maria. Ce qui tratta de régler le problème y impide, parce qu'il essayait de régler les problèmes d'aérodynamisme de l'année passée, ils n'ont même pas réussi avant l'année passée. C'est Vettel qui se chicanait avec la voiture tout le temps et faisait des têtes à coups, mais on pouvait dire c'est sa faute. Là, Ferrari était content parce que personne ne blâmait l'auto. On blâmait Vettel tout le temps. Non, c'est sa faute, il fait des têtes à coups tout le temps, c'est sa faute. Cette année, et pour Leclerc, ça ne va pas non plus. Et même si Vettel essaye, et le dernier Grand Prix, il a dit, au moins, j'ai fait juste un seul tête à queue, mais Leclerc, ça ne va pas. Dans la qualif, à la radio, il le disait de pousser, parce qu'il était dehors de Q3, et Leclerc, il répondait, parce que l'auto était inconducible, ça ne marche pas. Mais dans mon podcast en bandera azul, je parlais avec un ingénieur qui m'expliquait que le problème, c'est pas juste que l'auto est pas rapide. Il me dit, l'auto est dangereuse. Il ne se tient plus. Les pilotes, il faut que se battre avec. Et ça devient dangereux. Ça devient un peu dangereux. Oui, et puis aussi le Hungaroring compte beaucoup plus. Il compte 4 virages de plus que le Red Bull Ring, mais ce sont des virages où, tu vois, ce sont des virages, on pourrait dire, rapides. On a une épingle aussi, donc les entrées de virage vont être assez importantes aussi. Donc, et en plus,
c'est un circuit qui ne pardonne pas. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme le Hungaroring le, Monac, le Monaco sans rail parce que c'est un circuit qui est très technique. C'est un circuit où même s'il y a il y a des zones de dégagement, la moindre erreur est coûteuse parce que Mhm. parce que c'est tellement compliqué à manier une voiture et encore moins sur ce circuit de karting grandeur nature. Alors, moi j'ai l'impression que si Ferrari réussit vraiment à passer les tests de pièces aérodynamiques, je pense qu'on va avoir peut-être une resurgence, un retour en fait de la Scuderia graduellement. Il ne faut pas s'attendre à un gain de performance extraordinaire. Là. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. De toute façon, la prochaine course, c'est en Grande-Bretagne sur un circuit déjà où le moteur a de l'importance et où l'aspect aérodynamique aussi est mis en valeur. Donc, Et oui, vas-y. oui, tu te rappelles du podcast en avant que j'étais crampée à rire pour on parlait de la soufflerie. Ah, oui. C'est ça. Et c'est ça encore le problème. Hein. Quand il arrive la pièce dans l'auto, ça donne pas la même chose. Parce Ouais. qu'ils ont des informations qui sont pas fiables dans la soufflerie. Ils essayent des choses et après, quand ils reviennent à l'auto, ça marche pas. C'est ça. Moi, je pense que il y a peut-être même un problème avec la soufflerie. Effectivement, on en avait parlé il y a Mhm. quelques mois de cela que Ferrari, justement, pour régler ses problèmes, devait avoir une meilleure soufflerie. Puis moi, de ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être... Ah, corrigez-moi si je me trompe, que ce soit une grosse amélioration. Dernière chose, avant de passer à l'autre sujet, est-ce que vous pensez que en Hongrie, Ferrari va se retrouver dans le top... Les deux voitures vont se retrouver dans le top 10 en Q3? J'aurais de la difficulté à dire ça. Je pense qu'un pourrait réussir à se faufiler. Et je maintiens le mot faufiler parce que depuis les deux premiers Grands Prix, on a vu que il se faufilait dans le top 10 parce que c'était limite pour eux pour réussir à entrer dans la fameuse Q3. Alors non, je pense qu'ils vont peut-être soit Leclerc ou Vettel. On a vu que l'un des deux avait réussi à se rendre à cette étape durant les deux Grands Prix en Autriche, alors peut-être. Mais je pense que tu as apporté un point important tantôt. Tu parlais de la légalité du moteur de l'an dernier. Est-ce qu'ils ont eu peur de faire un moteur trop évolué par peur de dépasser les limites? Est-ce que pour eux, ce serait bon même de dévoiler c'était quoi cette fameuse limite qu'ils ont passée la saison passée pour comme expliquer le problème de cette année? Parce qu'en ce moment, l'écurie, au niveau du marketing, ça doit être énormément difficile. Ils doivent probablement perdre de l'argent. Je parle du marketing parce que c'est quand même une écurie qui a énormément d'argent à la banque. Mais j'ai l'impression que peut-être si jamais cette fameuse limite qui avait passé pouvait sortir au grand jour, je pense que ça pourrait être important pour eux. Ouais, parce qu'en même temps, ça a même été dit, les trois moteurs, les trois écuries au moteur Ferrari ont perdu énormément de temps comparé au Grand Prix d'Autriche de l'année dernière. Ils ont perdu à peu près, et même en ligne droite, ils l'ont dit, ils perdent à peu près 7 dixièmes. Donc, 7 dixièmes, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et toi, Anna Et là, Maria? les clients ne sont pas contents. Ah non, plus, alors, non. C'est ça. ça pourrait dégénérer chez Ferrari. Là. Oh,
si ça ne... Au moins, ils ont donné la même chose à tout le monde. Ouais, au moins c'est... Des fois, c'est pas bon. C'est ça. Ah, et ça, ce que vous entendez, c'était peut-être un moteur Mercedes. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est une voiture qui roulait vite sur la rue, en fait. Ah, c'était une trompette. Honda Civic. Ah, ouais, une Honda Civic, ce serait... je sais pas, je pourrais pas dire si c'est plus puissant ou pas, mais... donc, ouais, c'est parce que j'enregistre dans un café aussi. C'est pour ça que vous entendez un peu un de la musique en arrière-plan aussi. Anna Maria, toi, est-ce que tu penses que Ferrari va atteindre... les deux Ferrari vont atteindre la Q3 en Hongrie? Non, je ne fais pas confiance. Comme dit Marc-André, ils ont de la difficulté à la vitesse. Et dans les chronos, c'est difficile. On ne fait pas ça d'un jour à l'autre de gagner même des centésimes, des décimes. Mais que, non, je pense qu'il y a un des deux, celui qui fait mieux des pilotes, peut-être il va réussir, se faufiler, mais c'est très difficile pour les deux Ferrari réussir, rentrer au moins dans la Q3. On verra ça. J'ai hâte de voir ce que Ferrari va nous livrer. Je ne sais pas. Et ça a l'air qu'ils vont sortir. C'est beaucoup de têtes de l'équipe. Ouais, ça. Pas de points. Ouais, ça c'est bien vrai. Maintenant qu'on a fini avec Ferrari, on va passer à un point qui n'a pas fait tant parler en fait. C'est que oui, on a eu Lando Norris qui a réalisé une excellente fin de course aussi. Sergio Perez qui personnellement a été mon pilote du jour pour sa constance malgré son contact avec Alex Albon. Il est parti 17e après une mauvaise qualification sous la pluie, fait une très belle remontée. Mais son coéquipier Lance Stroll a fait de même. Mais à 2 tours de la fin, il a tenté, il l'a pas tenté, il l'a dépassé Ricardo, mais c'était, en anglais, ils appellent ça un dive bomb, moi j'appelle ça un plongeon de dernière minute sur l'Australien de Renault, et les deux pilotes sont sortis hors piste donc, au virage 3, et en même temps, Norris en a profité pour se rattraper et dépasser non seulement, profiter des largesses de Ricardo et il en a profité pour rattraper Stroll pour le dépasser au tour suivant. Mais je voudrais avoir votre avis sur ce dépassement parce que il y en a beaucoup qui pensent que le dépassement de Stroll aurait dû être une pénalité. Puis moi, je pense que oui, c'est borderline une pénalité, mais c'était un bon plongeon, mais qui ne s'est pas terminé en contact, mais qui aurait pu l'être. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Non, mais je pense que oui, il était limite, c'est sûr, mais Stroll il était coincé depuis longtemps derrière lui. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Que oui, c'était limite, mais quand ils sont sortis dehors des limites de piste, Stroll y avait déjà dépassé. Parce que quand Ricciardo y était allé hors piste, Stroll aussi y est allé hors piste, et les deux y étaient comme à la limite. Mais je pense que ceux qui ont vu le commissaire, peut-être, c'est que le dépassement comme tel, il s'est fait avant. Parce qu'après la sortie, il n'y a personne qui a gagné de place. Parce que les deux pilotes, ils étaient les deux hors piste. Parce qu'ils ne pouvaient pas rien faire. Moi, en même temps, c'est ce qui me chicote, c'est parce que en faisant cela, Stroll a amené Ricardo hors piste. Donc, normalement, en tant que tel, ce serait une pénalité pour avoir forcé un pilote hors piste avec cette tentative de dépassement. Puis, d'ailleurs, ça m'a fait souvenir, c'était un dépassement que Juan Pablo Montoya avait fait contre Michael Schumacher il y a de cela
19-20 ans à peu près. C'était le même genre de dépassement, mais sauf que cette fois-ci, il y avait un bac à gravier. Moi, personnellement, c'était un bon plongeon. C'était audacieux de sa part, mais il a été extrêmement chanceux de Oui, ne pas oui, était avoir ça. chanceuse, mais aussi je pense que si avait affaire à donner de pénalité, je pense que Renault aurait protesté parce qu'il ne se laisse pas faire de rire. Ouais, ça, on va en reparler parce que c'était... ça, il n'y a pas seulement que ça, que Renault est pas très très content en fait. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de cet incident Stroll-Ricardo? J'ai eu énormément de difficulté à me décider parce que c'est vraiment une séquence qui est embêtante sur plusieurs points. Bon, prenons le commencement. Je pense que Stroll devait faire le dépassement à ce moment-là dans la course. C'était le moment. Il a bien plongé. J'ai l'impression qu'il a été très agressif, mais en même temps, il y avait l'espace pour le dégagement. Donc ça, je pense que ça a joué énormément sur la décision des commissaires. Parce que si on se prend une image où Stroll fait ça sur un autre circuit, un autre virage, et qu'il y a un bac à gravier, automatiquement, ça devient, à mon avis, une pénalité. Est-ce que le fait qu'il y ait une zone de dégagement, ça change mon avis? Un peu parce que, Anna Maria l'a dit, les deux se sont retrouvés hors piste. Donc, aucun des deux pilotes a gagné un avantage en tant que tel. En fait, celui qui était le plus gagnant là-dedans, c'est Norris. À se demander si Stroll voulait pas lui faire un petit cadeau. Mais, écoute, on dirait que je me suis pas encore décidé, puis une chance que je suis pas commissaire parce que il serait un peu trop tard pour m'être décidé. Mais j'ai l'impression que c'est une pénalité, mais que ça n'en est pas une, ce soit pas grave non plus. Tu sais, il y a des événements où tu te dis, OK, il n'y a pas de pénalité, c'est une consternation. Mais je trouve que cette séquence-là, c'en est pas une. Ouais, parce que c'est ça, j'essaie de regarder encore le dépassement de Stroll sur Ricardo, puis je vois, et c'est vraiment, vraiment tardif comme dépassement. Ouais. C'est très tardif, puis on sait en plus que Ricardo, c'est un pilote qui aime dépasser en plein freinage aussi. Donc, la seule différence, c'est que Ricardo, lui, il le prévoit. C'est pas tout de suite sur le point de freinage, c'est vraiment tout juste avant, bien avant de... Il prépare son coup bien avant, puis ensuite, quand la voiture de devant commence à freiner, lui, il attend, puis il freine après, puis il le fait en gardant un espace. C'est ce que Stroll a tenté de faire, mais ça a été tout simplement maladroit. C'était un peu brouillon. Non, était un peu brouillon, mais c'est ça. C'est que, tu viens de le dire, Stroll il a fait la même chose que fait d'habitude Ricciardo. Je pense que Ricciardo il était prévenu parce qu'il était même pas proche de se toucher. Il y avait la place, c'est sûr que, qu'est-ce que je vois dans la vidéo, Stroll il dépasse, mais et après, il fait comme petit peu un tout droit. Il a manqué un peu le freinage, mais c'est qu'en même temps, Ricciardo il a fait la même chose. Parce qu'ils ont fait à peu près la même chose les deux. Ouais, Yo exact. pense que c'est ça qu'il a mis les commissaires que personne n'a réclamé de côté Renault, Ricciardo non plus, et les commissaires ils ont laissé ça comme ça. Je pense que Stroll aurait pu peser un peu plus sur le frein en milieu de virage. Là, je regarde encore la séquence et c'est vraiment, on dirait qu'il a voulu réaccélérer trop rapidement. Puis c'est à ce moment-là qu'il a peut-être fait déroger Ricardo de la piste. Mais c'est vrai que sur la séquence, je l'ai vu plusieurs fois et Ricardo n'a pas semblé énormément dérangé au cours du virage. Tu vois que c'est vraiment à la
fin, à la sortie du virage où ça devient un petit peu brouillon pour Stroll. Alors, c'est pour ça que c'est énormément difficile de prendre une décision sur ce dépassement-là. Mais je me pencherais un peu vers la pénalité dans ce cas-ci. Ouais, écoutez, moi j'essaie de revoir en fait le dépassement, mais cette fois-ci via comment je pourrais dire ça, via la caméra à bord de Lando Norris, parce que ça nous donne aussi un bon point de vue sur un peu l'aspect tardif en fait. Puis moi je suis désolé, moi je l'aime bien, Lando, c'est un bon pilote quand même, mais il faut pas se le cacher. Je pense que ce qu'il a fait, c'était vraiment borderline. Donc, heureusement, il marque des points. Il a fait une très bonne course aussi, parti 12e. Il a quand même fait son rythme de course était vraiment bon. Peut-être pas au même niveau que Sergio Perez. D'ailleurs, ce dernier l'a dépassé. Mais il a fait du bon travail. Donc, c'est pas fini. On n'a pas parlé de Racing Point. Maintenant, en fait, je parle de Racing Point. Je devrais plutôt dire Aston Martin. Et là, on parle de quelque chose de un peu plus sérieux. Normalement, j'aime pas commenter les rumeurs de départ, les rumeurs de transfert et tout. Mais là, ça commence vraiment à s'enfler. C'est qu'on a appris depuis quelques jours, voire même 1 ou 2 jours, qu'il y aurait eu des discussions entre Aston Martin / Racing Point et Sébastien Vettel pour un volant avec l'équipe en 2021. Non seulement ça, tout d'abord, c'est parti par le magazine, la journal allemand Bild, qui a souvent des bonnes sources et qui est assez fiable aussi. Mais là, là où ça s'enfle, c'est parce qu'il y en a qui pensent que c'est même déjà fait. Le problème, c'est de savoir qui va se faire chasser, si on peut dire. Est-ce que c'est Lance Stroll ou bien c'est Sergio Perez? Ouais. Tout porte à Qu'est-ce que croire. tu penses? Hein? Ouais, qu'est-ce que... Stroll, on s'est dit, est-ce que Stroll... Je pense que la question se pose, est-ce que Stroll partira un jour de Aston Martin? Ça va être au moment où son père va quitter l'écurie, je pense. Tu sais, Stroll est pas en Formule 1 grâce à son papa, mais en même temps, il va rester chez Aston Martin grâce à son papa. Parce que ce n'est pas demain matin que Lawrence Stroll va quitter Aston Martin, aujourd'hui Racing Point. Je ne vois pas Stroll du tout. Donc, c'est sûr que je pose la question, c'est Perez qui s'en va. Est-ce que c'est une bonne décision? Pour moi, je doute beaucoup, mais je vais laisser Anna Maria. Ben, avant que je laisse Anna Maria parler, il y a aussi une précision aussi. C'est que oui, Sergio Perez a un contrat jusqu'en 2022, ça c'est clair, net et précis. Mais comme on le sait en Formule 1, les contrats peuvent être brisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui rapportent qu'il y a une clause de rachat au contrat de Perez qui se terminerait le 31 juillet. C'est ce qui est rapporté. Donc, si jamais Vettel devait signer chez Aston Martin, ce serait, et on le précise, serait aux dépens de Sergio Perez qui est là depuis 2014 en fait, alors que ça s'appelait Force India. C'est lui en fait qui a, avec son agent Julian Jacobi, qui était aussi l'agent de Ayrton Senna, Alain Prost, c'est lui qui a lancé tout ce processus pour mettre Force India en administration pour trouver un acheteur. Et là, ce serait lui qui partirait. Donc, Anna Maria, tu veux rajouter quelque chose? Mais disons que oui, c'est lui qui a mis les plaintes parce qu'il y avait de l'argent à lui aussi. Il y avait de l'argent de ses sponsors qui étaient là-dedans. Mais aussi, il y avait Mercedes qui avait qui est allé en procès avec Pérez, mais aussi il y avait de bons conseils parce qu'il savait qu'en faisant ça, il s'en
RH à quelqu'un qui va acheter à l'équipe. Il savait que comme ça, il à peu près assuré sa place. Et il faut regarder les choses plus globalement aussi. C'est que Pérez, il était comme... Il y avait déjà dans sa tête qu'il n'était pas en Formule 1 en 2020. Il était dans sa tête qu'il sortait. L'équipe, il s'est fait acheter pour Stroll. Lui, il était gardé dans l'équipe. C'est sûr que c'est pas comme avant. Quand Pérez il était avec Forza India, l'ancien nom de Racing Point, il y avait beaucoup d'argent de côté Mexique qui était mis là-dedans aussi. Mais parce que oui, il y a Telmex, que c'est les gros sponsors de Pérez, parce que lui, il ne vient pas tout seul non plus avec son talent. Il y a les millionnaires Carlos Slim qui est derrière Telmex. Et que c'est son sponsor. Il y avait aussi le gouvernement de Mexique qui mettait beaucoup d'argent là-dedans, mais en faisant l'opération, l'équipe il était rachetée pour Stroll, il s'appelle Racing Point, Pérez y était gardé, Telmex il reste avec lui, mais Pérez il n'y a plus tout l'argent qu'il y avait avant à Forza India. Le gouvernement il met plus d'argent pour Pérez parce qu'ils ont déjà dit publiquement, fait que dès qu'il y a Racing Point, ils viennent avec Telmex. Et cette année, c'est à peu près, Pérez, c'est comme la première fois qu'il se retrouve dans l'équipe, mais il était choisi pour ce qu'il a fait dans l'équipe, pour la performance qu'il a fait dans l'équipe et parce qu'ils ont pensé que c'était une bonne chose. Garder quelqu'un avec beaucoup d'expérience, ça donne un plus pour développer la voiture, mais aussi pour faire apprendre un petit peu plus à Lance Stroll, parce qu'avant son coéquipier il était Cherokee, il n'y avait pas beaucoup à apprendre de Cherokee. Mais les deux pilotes, ils font une bonne équipe, ça va bien, c'est correct, mais maintenant, ils se sentent bien que c'est Aston Martin, ça change de nom, ça change aussi beaucoup de choses quand l'équipe change son nom aussi, parce que c'est pas la même chose. Pérez, oui, il y a un accord, parce que c'est ce que dit dans l'annonce l'année passée, il y a un accord jusqu'à 2022, il est privilégié, les chefs d'équipe, il a dit oui, et lui, il n'y a rien à faire, il était gardé jusqu'à 2022, mais qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que peut-être Vettel y arrive avec Aston Martin, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais aussi de côté Mexique, des fois quand les nouvelles sont de côté de Mexique, j'ai dit que oui, qu'il y a une clause de sortie pour Pérez, c'est parce qu'ils n'ont pas inventé ça, parce que c'est pas une bonne chose pour lui. Mais c'est sûr que tout ce qui signe les pilotes, ils sont pas noirs, blanches, il y a toujours des clauses de sortie, que ce soit pour la part de l'équipe, ça soit pour la part des pilotes, et là, ça a l'air que ça expire à la fin du mois de juillet. C'est pour ça qu'on dit ça presse la décision, parce que qu'est-ce qu'il y a sur la table, c'est que qu'est-ce que dit Bill, que Vettel, il y a une offre sur la table pour part de la part de Aston Martin. Ouais. Et Aston Martin, que en plus il y a une relation avec ses anciens amis de Red Bull, parce que maintenant Aston Martin est avec Red Bull, lui a construit un auto pour Aston Martin, et c'est ça que la chose de côté Red Bull, et ça a l'air que de côté Mercedes
ça aussi c'est bon pour eux parce que c'est un Aston Martin, moteur Mercedes et ça fait une bonne affaire pour prendre un peu comment ça se dit, le contrôle parce qu'ils gagnent tout le temps avec Mercedes ici. Il y a une deuxième équipe qui gagne aussi. Puis, on parle beaucoup de Vettel. On va parler de Perez un peu plus tard, mais est-ce que vous pensez que si ça devait arriver, est-ce que ce serait un très bon pari sportif d'amener Vettel, un quadruple champion du monde, qui est toujours très bon, même si ça n'a pas été le cas au cours des dernières années, mais qui a eu 33 ans il y a une dizaine de jours à peu près. Est-ce que vous pensez que sportivement, c'est un bon choix d'amener Sébastien Vettel chez Aston Martin? Moi, je pense que non. Non? Moi, je pense que non parce que, écoute, j'adore Vettel, mais il est rendu à un endroit dans sa carrière où, en 2018, il y a eu un tournant dans sa carrière. Ça s'est vu à vue d'œil à quel point son pilotage a dégradé à partir de son incident chez lui en Allemagne en 2018. Il n'est plus le même depuis et les résultats de début d'année en ce moment, même si on a parlé de tous les problèmes que Ferrari avait, mais ça reste que le pilotage de Vettel n'est pas à la hauteur, même avec tous les problèmes que Ferrari a. Alors que Perez, honnêtement, depuis 2014, a construit cette voiture, a aidé à sauver à un moment assez important de l'écurie, a réussi à sauver la face de Force India avant que Lawrence Stroll mette son argent avec d'autres propriétaires sur Force India pour que ça devienne Racing Point. Mais c'est un pilote d'expérience. Il a eu 30 ans, si je ne me trompe pas, cette année. Il est encore... Ça me rend vieux. Il est encore... Du pas 30, ça me rend vieux. Dans la fleur de l'âge, comme je pourrais dire. Ouais. Moi, c'est un pilote que j'adore, mais je ne suis pas prêt à dire que le quadruple champion qui est Vettel serait un bon choix pour Racing Point en ce moment pour eux. Je laisserais un énorme doute là-dessus. Écoute, si ça survient et que c'est un bon pari, ils vont être applaudis. Mais imaginez que Vettel n'est plus le même et ça foire, et que les résultats sont catastrophiques. Ça va faire énormément mal à Aston Martin, surtout à leur première année. Alors pourquoi ne pas y aller avec la sécurité, avec une nouvelle compagnie qui embarque dans la Formule 1, qui fait son retour après quoi, Abdou, c'est 50 ans à peu près? 60 ans l'année prochaine. 60 ans. Tu vois, c'est pas le temps de changer une recette qui est gagnante avec deux pilotes qui s'aiment. Bon, on connaît pas l'ambiance au sein de l'écurie, mais on n'entend pas beaucoup de problèmes entre les deux. On voit que ça se déroule quand même bien. Moi, je ne vois pas pourquoi tu changes une recette qui est gagnante depuis plusieurs années, tout simplement parce qu'un pilote qui est plus le même redevient disponible parce que Ferrari voulait s'en débarrasser à coup de pied. Mais c'est ça. Mais justement, parce que Ferrari, il veut se débarrasser. Au niveau marketing, ça peut être bon. Moi, le seul point où je vois du positif, c'est marketing. Tu vas chercher un quadruple champion du monde, mais sur la piste, ce n'est plus le même. Et pour moi, avec les résultats que Racing Point sont en train d'obtenir, avec la force du moteur Mercedes, écoutez, l'an dernier, la force du moteur de Vettel était excellente et on voyait à quel point il y avait de la difficulté. On l'a vu faire plusieurs erreurs, notamment sur Verstappen. Pour moi, Vettel n'est plus le même, mais ça va être la même chose l'an prochain. Alors, ça va être à eux de décider. Et moi, je souhaite en fait pour Aston Martin qu'ils ne fassent pas ça, mais on va voir. Ouais, mais et puis si je peux rajouter avant que je laisse la parole à Anna-Maria à propos de Sergio Perez, je sais pas, je suis pas totalement d'accord avec ton point, Marc-André, parce que Ferrari, c'est une grosse
c'est une grosse institution. Il y a énormément de pression. C'est une équipe qui n'a pas gagné le championnat des constructeurs depuis 2008 et encore pire, le championnat du monde depuis 2007. Donc, tous les pilotes qui sont passés par là depuis, Fernando Alonso, Felipe Massa, Kimi Raikkonen dans un deuxième temps, ont tous tenté cela, mais la voiture n'a jamais été au niveau pour réellement se battre. Donc, si on met Sébastien Vettel là-dedans, il a essayé. Oui, il y a eu ses erreurs, mais la voiture en même temps. Et c'est lui qui a été longtemps blâmé. Puis on sait à quel point les médias italiens sont aussi critiques qu'ici à Montréal quand il est question de Canadiens de Montréal. Ils sont sévères. Alors, s'il s'en va dans une écurie qui a des ambitions, qui ne met pas autant de pression comme c'est Ferrari, moi je pense que ce serait très bon, même si c'est au dépend d'un excellent pilote comme Sergio Perez. Moi je pense qu'il va en avoir de la pression, parce que les résultats cette année vont nous montrer si c'est concluant, mais moi je pense que c'est une écurie qui peut avoir beaucoup d'ambition, et c'est surtout une nouvelle écurie. Moi, je pense que c'est sûr que ça n'accotera jamais la pression que Ferrari peut avoir sur un pilote. J'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup plus de pression qu'on pense s'il prend le poste chez Racing Point. Et bon, j'ai très hâte de voir la suite. Mm-hmm. Ça va être une histoire qui va être notamment à suivre. Mais moi, je perdure à dire que j'ai l'impression que son temps est passé. Sans rien lui enlever pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait encore. Ça reste un excellent pilote, mais j'ai l'impression que la recette gagnante, Perez, Stroll, présentement, c'est la meilleure chose qu'Aston Martin peut avoir. Mais écoute, si jamais Vettel prend le poste, je vais être super heureux de le voir performer et de continuer à le suivre. C'est sûr que tu ne veux pas qu'un pilote comme ça prenne sa retraite, mais peut-être pas chez Racing Point que je voyais atterrir. Et toi, Anna Maria, dans les circonstances, si jamais Sergio Perez voyait son contrat être racheté d'ici la fin du mois de juillet, c'est sûr et certain qu'il y a une écurie qui va le prendre parce qu'il va amener de l'argent supplémentaire. Mais c'est sûr, s'il y a la place, c'est sûr qu'il va trouver la place. Mais je pense même que dans la circonstance, Pérez, il s'avait mis déjà dans la tête que cette année, il ne serait pas dans la Formule 1. Mais à partir de là, je pense que Pérez, même si c'est la même équipe qui offre un poste de pilote de réserve, de pilote de développement, même s'il va rester dans la même équipe, je pense que lui, il va être content juste de rester. Parce que ça serait, comme je te dis, de la première fois que lui, il est resté dans l'équipe, pas pour tout l'argent qu'il a porté. Mm-hmm. C'est juste parce qu'il prenait compte tout son talent que lui a, parce que c'est vrai, Pérez, il a tout son talent, il a la maturité, mais aussi il y a eu des opportunités à l'avance qu'il n'a pas bien profité, comme quand il était à McLaren. C'est une étape de Pérez qu'il n'a pas bien profité, il était jeune, il faisait des erreurs, et il y avait la chicane, mais c'est ça, il y a eu comme su vraie grande opportunité, il était là, qui n'était pas bien profité et qu'après il était passé à des équipes plus petites pour les sponsors qui apportaient et tout ça. Mais c'est sûr que Pérez c'est un bon pilote. Mm-hmm. Et il a 30 ans, il mérite une opportunité, oui, mais il y a eu ces opportunités pour le passé aussi ça, il y a eu ces opportunités pour le passé. Est-ce que rentrer dans une équipe comme McLaren, c'est une bonne opportunité? Quand il est rentré, il y avait un moteur Mercedes il était très jeune. Ben oui, il était jeune, c'est sûr, mais c'est ce qui se passe. Mais moi, ce qui j'ai la difficulté, c'est quand j'écoute dire que le temps de Vettel est déjà passé.
Mais il est très jeune, il y a 3 ans. Même Hamilton, il y a comme 3 ans plus vieux que lui. Je dis, oui, et Ferrari, il y a beaucoup de pression, mais aussi il faut regarder que Vettel, depuis toujours, était un pilote mal aimé. On ne l'aimait pas quand il était à Red Bull parce qu'il gagnait tout le temps. Il n'aimait pas quand il était arrivé à Ferrari parce que le monde pensait qu'il se prenait pour Schumacher et il est mal aimé parce qu'il y avait toujours la rivalité avec Fernando Alonso que quand il était à Red Bull, il est diminué avec elle en disant que c'est la voiture qui gagne tout le temps, même si maintenant c'est une bonne voiture qui gagne avec Hamilton. Personne dit que c'est la voiture, c'est Hamilton, mais ce moment-là, on a cru parce que oui, il était mal aimé, lui n'a pas de réseau social, il n'aime pas parler avec tout le monde, il n'est pas sympathique juste pour bien apparaître avec tout le monde. Et quand lui, il gagnait à Red Bull, qu'est-ce qu'il disait son rival le plus Ferrari, son rival en Ferrari, il disait je voudrais une voiture comme ça, il gagne parce que c'est Adrian Newey qui gagne, c'est ça. Il a gagné les mauvaises, comment se dit ça, c'est ça sont des pilotes qu'on n'aime jamais parce que oui, même s'il gagne, il est blâmé. S'il ne gagne pas, il est blâmé. Ouais. S'il fait des erreurs, ils sont plus grands que les erreurs des autres. Ouais. Mais que dit maintenant que lui, il est déjà fini, que c'est déjà passé son temps, qu'il faut sa retraite. Mais regarde, il y a 33 ans. C'est quoi ça? Il est chaud. C'est plus au niveau de sa motivation à la Formule 1 qui me... On ne sait pas, Kimi, on disait de Raikkonen, il n'est pas motivé. Même Raikkonen disait, mais qu'est-ce que tu sais là? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Mais oui, c'est ça. On connaît son tempérament qui est moins un passionné de la Formule 1 et dans les circonstances qui est dans une position plus difficile aujourd'hui où présentement les résultats ne sont pas ce qu'ils voudraient. Mais oui, cette année, si on prend cette année, il devrait prendre une pause la saison prochaine. Prendre la pause comme le je pense que oui. Prendre des pauses, c'est jamais bon. Kimi a pris une pause parce qu'il était payé pour prendre la pause. Je pense qu'il l'a forcé. Il a rentrer Fernando Alonso à Ferrari. Mais que c'est ça, il a pris la pause parce qu'il était doux à prendre la pause payée. Mais c'est jamais bon prendre la pause. On verra l'année prochaine à Renault, mais je pense que c'est jamais bon prendre une pause trop long. Et je t'invite à regarder cette petite saison qui a commencé. Il y a juste 2 courses où la première course, il y a quelqu'un qui n'a pas fait une bonne qualification, que c'est Vettel. Et le deuxième, c'est Leclerc qui n'a pas fait un bon qualif. Mais quand il a dit avec Ferrari, tu as toute la pression parce que l'année passée, Leclerc il était nouveau dans l'équipe. Il était nouveau, il était jeune, il était bien aimé pour tout le monde. Mais je t'invite à regarder toute la manchette italienne après le crash. Et je pense que la pression il va commencer à rentrer dans Leclerc, c'est sûr. Et tu vois, dès que lui n'a pas réussi à faire la qualif en avant, parce que l'année passée, il faisait les problèmes. Il fait des erreurs. Il a fait des erreurs dans la première course. Quand tu as toute la pression dans ta tête, c'est pas parce que tu n'es pas là, c'est pas parce que tu n'es pas un bon pilote. Mais Leclerc, il y avait toute la pression sur lui parce que c'est lui qui reste dans l'équipe, c'est lui qui a un contrat à long terme et c'est lui qui se retrouve à l'arrière, pénalisé. A essayé de gagner des places tant que son coéquipier, même s'il n'était pas à une bonne place, il était devant lui. À la première, il a fait des erreurs, il rentrait dans son coéquipier
Et quand il y a la pression, les pilotes, c'est pas facile. Et tu as vu ça aussi à Monaco l'année passée, à la maison. À Monaco, il n'a pas réussi à faire la qualif, il y a eu des erreurs d'équipe, il y a eu des erreurs de stratégie. Il a sorti de l'arrière, il était fâché, il a dit qu'il va foncer dans les murs si c'est possible. Et qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a commencé la course? Il n'avait pas la tête, il a foncé, il a fait un accrochage et après il a foncé dans les murs, sa course il était finie. C'est ça qui se passe quand le pilote, il y a toute la pression sur lui. Et c'est ça, Vettel, il y a toute la pression sur lui depuis longtemps. Ouais, donc on va voir ce que ça va donner Vettel et Aston Martin. Je vous rappelle que c'est juste, ce ne sont que des rumeurs, mais qui enflent. Oui. Alors, oui, il faut prendre ça pour officiel parce que c'est juste de la rumeur, c'est pas vrai. Même si est sorti dans la manchette, dans la web officielle de Formula 1, et c'est que des rumeurs juste quoi que on a la vraie nouvelle. Exact. Donc, évidemment, tout ça est à surveiller. Donc, surveillez nos réseaux sociaux, bulletinf1.com, ainsi que sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Et là, on va rester toujours dans le giron de Racing Point, mais dans un sujet beaucoup plus sérieux. J'ai gardé le meilleur pour la fin, en fait. C'est que, oui, on a beaucoup parlé de Vettel et Racing Point et justement du fait qu'il va avoir une voiture 2021, mais on se concentre sur 2020 et le Grand Prix d'Autriche, de Styrie, pardon, parce que c'était, excusez-moi le jeu de mots, c'était l'hystérie entre Renault et Racing Point. Je me donne un 0 sur 10 pour le jeu de mots. J'ai trouvé ça bon quand même. Il n'y a personne qui a pensé à ça, hein, hystérie. Il y a juste moi qui est capable de sortir des jeux de mots poches comme cela. Bref. Donc, oui, j'ai parlé tout à l'heure de résultats provisoires des 6e et 7e places de Sergio Perez et de Lance Stroll. C'est parce que, quelque temps après la course, Renault a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait déposé une plainte formelle à la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, concernant la légalité de la RP20, la voiture de Racing Point, aussi surnommée la Mercedes Rose ou en anglais de Racing Point. Parce que c'est une copie conforme de la Mercedes de l'année dernière. Donc, comme la plainte a été reçue par la FIA, ils ont saisi les freins de la RP20, je pense que c'était de Sergio Perez, et ont demandé à Mercedes de vérifier, de leur donner les écopes de frein de la Mercedes 2019, la W10, pour voir si elles sont carrément pareilles, s'il n'y a pas eu des trucs légaux. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important depuis cette année. Donc, toutes les pièces doivent être listées, doivent être achetées. Est-ce qu'il y a eu un accord avec Mercedes, comme c'est le cas entre Ferrari et Haas? Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez que Racing Point a été dans la légalité ou bien vous pensez qu'ils ont dépassé les bornes? Oh. Qui veut comment? Oh my god! C'est un sujet précis. C'est trop difficile parce que on peut pas regarder au fond qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que même si on voit quelque chose qui se ressemble beaucoup, même des jumelles, on trouve des choses qui sont pas pareilles, c'est ça, et on voit on a réussi à voir des photos, c'est quoi que la plainte de Renault, mais si je peux pas donner un jugement parce que je sais pas,
j'ai pas vu la pièce. Il fait la plainte sur la sortie des freins, la rentrée d'air, la sortie d'air des freins, qui est pareil que celui de Mercedes actual, je pense. Mais c'est ça. Et il y a des pièces qu'il faut que l'équipe il faut les diseigner avant, faire tout le développement et la fabriquer, même si elle demande de quelqu'un de l'extérieur la fait, il faut que ça soit toute l'équipe qui y fasse. Est-ce qu'ils ont le droit de copier parce qu'ils ont regardé quelque chose qui se ressemble et veulent faire la même chose? Oui, il n'est pas interdit qu'il soit, il regarde quelque chose d'un autre auteur, il veut la diseigner, il veut la développer, oui, il peut le faire. Mais la chose, c'est qu'il faut que l'équipe il fasse tout lui-même. Il ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter à une autre équipe la même chose. Il y a des pièces que oui, il peut les faire, comme la boîte de vitesse. Et il peut l'acheter et après le développer. Mais il y a des choses comme des petites choses qu'il faut que l'équipe y fasse. Parce qu'il faut qu'il fasse la voiture. En théorie, il y a un pourcentage de choses qu'il peut acheter. Il peut acheter, mais tu sais que le monde dit que Stroll vient d'acheter la Mercedes, la W10, mais c'est pas comme ça, c'est pas clair parce qu'il y a une fabrique, il y a ses ingénieurs, il fait le développement. Mais c'est ça, je ne peux pas mettre un jugement jusqu'à ce que la fille ne parle pas, parce que maintenant la fille a réquisitionné pas juste, il n'a pas demandé juste, oui, il a pris celui de Pérez, celui de Mercedes, mais maintenant il a demandé à toutes les équipes de mettre toute la paperasse au complet de leur développement de la pièce et tout comme on pourrait dire ça, toute la prescription, toute la technique, mais c'est ça. Tout ça, c'est à la FIA que regarder s'ils sont en faute. Et Mercedes aussi est en faute. Oui. Oui, ça peut. Mais si c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est que si Racing Point est en faute avec la plainte de Renault, il va faire un boule de quille. Parce que Mercedes, si il a la même chose, c'est parce qu'il se l'a procuré chez Mercedes. Et Mercedes n'a pas le droit de la vendre. Ouais, puis ironiquement, on n'a pas beaucoup entendu Mercedes parler de ça. Je sais que le reste des... Oh, excuse-moi. Oui, excuse-moi, je t'avais pas entendu. D'habitude, c'est moi qui fais ça, tout. Allez. Donc, oui, non, mais c'est ça pour ajouter aussi ce que tu disais aussi. C'est que, ironiquement, on n'a pas entendu Mercedes parler du fait que, bon, ils ont copié leur ancien châssis, mais ce sont les écuries de milieu de tableau du genre Renault, entre autres, mais il y a aussi McLaren, Haas aussi, ironiquement, parce que bon, ils ont un deal avec Ferrari aussi concernant les boîtes de vitesse, les suspensions et autres. Puis un peu le processus de concevoir le châssis avec l'aide de Dallara. Mais évidemment, ça a été un gros débat pendant les essais. Évidemment, on ne peut pas déposer une plainte pendant les essais parce que ce sont des essais. Y en a qui voulaient attendre au Grand Prix d'Australie pour faire ce que Red Bull a fait avec Mercedes et le DAS, c'est-à-dire de déposer une plainte formelle. Mais Renault a décidé de le faire genre à la deuxième course pour évidemment respecter tout le processus que la FIA a fait pour faire en sorte que la Formule 1 revienne après toute cette longue interruption. Donc, c'est sûr que la W10, la RP20 a frustré bien des gens. Oui, parce que c'est pas. Oui, parce que des fois, pour copier,
quelqu'un, tu copies l'aileron en avant, tu peux copier des petites choses, mais est-ce qu'ils ont fait un bon travail à Racing Point? Oui, mais la voiture est pas pareil, mais si l'on fait, il est bien fait. Parce que c'est une chose copier quelqu'un et autre chose que ça marche. Ouais. Mais tu peux bien copier la recette de la grand-maman, mais après tu goûtes, c'est pas la même chose. C'est ça, parce que évidemment, il y a comme tu l'as dit, il y a copier, mais il y a aussi l'intégrer, parce que si c'est le cas, Mercedes a innové à leur façon, puis Racing Point, s'ils l'ont copié, ils vont le faire de leur façon. Ils vont pas essayer d'imiter parce que c'est très compliqué. Toi, Marc-André, quel est ton point de vue sur cette situation? Est-ce que tu crois que si jamais la décision était favorable à Racing Point, est-ce que tu crois que maintenant, ça va ouvrir une grosse boîte de Pandore et faire en sorte que des équipes comme par exemple AlphaTauri, qui est l'équipe sœur de Red Bull, va faire de même, ou bien même Haas et Alfa Romeo avec Ferrari? Ben écoute, c'est une bonne question parce que ça amène à la réflexion pour plusieurs équipes, ça c'est certain. Lorsque tu vois à quel point Racing Point, honnêtement, on fait des miracles quand même pour copier une voiture pratiquement de façon identique et que le résultat soit favorable. Parce que c'est possible que tu reproduises la voiture, puis comme Anna-Maria l'a dit avec son exemple de plat de grand-maman, ben, c'est possible que la recette soit pas pareille, puis que t'aies manqué un élément, t'aies pas mis la petite poudre qu'il fallait pour que ça goûte pareil. Chez Racing Point, ils ont réussi à pratiquement faire une voiture identique et le résultat soit bon. Et c'est peut-être ça qui choque Renault. C'est peut-être pour ça que Renault tente de leur mettre des poids sur le dos pour essayer de les ralentir un peu. Écoute, comme vous l'avez dit, on n'a pas la pièce entre les mains, on peut pas déterminer pour la FIA. Ça va être, on est obligé d'attendre le résultat final. Mais vu de l'extérieur, moi j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup plus à un archer qui lance une flèche dans l'eau. C'est bien beau de lancer la flèche, mais si ça se rend pas au poisson, c'est inutile. Comme un peu Red Bull a fait. On se souviendra que Red Bull avait lancé leur deuxième réclamation sur le DAS de Mercedes. Probablement qu'il avait fait la demande en sachant très bien que ça allait être négatif, mais au moins il allait pouvoir obtenir des informations sur la voiture. C'est peut-être un peu ce que Renault veut en ce moment, parce que, écoute, est-ce que le frein est pareil? Est-ce qu'il n'est pas pareil? Est-ce qu'il a été acheté même par Racing Point? On verra rendu là. Mais c'est sûr qu'on connaît les liens entre Lawrence Stroll avec Mercedes qui avait tenté en 2018 en 2018 d'acheter des pièces de Mercedes pour avancer l'écurie Williams lorsque son fils était là. Alors, écoute, le lien est clair entre les deux. Maintenant, est-ce qu'ils ont dépassé la limite? Ça va être à la FIA de le déterminer. Mais c'est certain que la bagarre Racing Point Renault va être violente, ça va se donner des coups de droite à gauche, comme Mercedes et Red Bull vont se faire en meilleure position dans le classement probablement. Mais ça reste que c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Alors c'est certain qu'il y a des petits coups bas, à chaque petit doute. Ça va être des demandes à la FIA de vérification. Ouais, écoute, ça fait partie du sport, hein, de savoir repérer des problèmes ou des dépassements de limites. Ouais, et vraiment, je pense que est-ce que c'est pas une vengeance aussi de ce qui s'est passé au Japon? Oui, c'est ça. Je me venais avec ça. Ce que j'ai lu, c'est que Renault, il est prêt à agacer Racing Point, tout ce qui peut l'agacer pendant toute la session
parce que ils se sont fait avoir pour Racing Point. Mais Racing Point, quand il a fait la plainte, il était bien documenté. Il y avait de la paperasse, il y avait mis plein de... Il y a eu la démonstration. Quand il donnait ça à la FIA, il travaillait depuis longtemps pour avoir toutes les informations. Il était sûr de les faire tomber. Et c'est ça, parce que c'est ça, quand l'année passée s'est fait punir Renault, c'est parce qu'il y avait de l'aide dans les freinages, il y avait de l'aide électronique qu'ils n'ont pas le droit, aucune équipe. Fait que, ils ont suivi ça à la trace, ils ont suivi tout le temps de Ricciardo et ils ont fait un gros travail. C'est pas juste prendre une photo et dire ben, c'est pareil, c'est lui qui c'est là. Non, ils ont fait un gros travail, ils ont documenté, démontré qu'il n'était pas légal, il s'était verré. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui dit que Renault il est fâché, il est agacé et en plus ils sont plus rapides aussi. Ils ont dit qu'ils vont essayer ils vont tenter de les faire payer les coûts. Ouais, et justement, juste avant qu'on termine, le dernier point, tu parlais justement de cela, Anna Maria, mais je pense aussi, moi je sais pas, j'ai comme l'impression que Renault aussi, probablement que comme ce que Racing Point a fait, dans le cas du système d'aide électronique au niveau des freins, je sais pas, peut-être que Renault aussi, c'est bien documenté pour savoir qu'est-ce qui est légal ou pas. Parce qu'il faut pas oublier aussi, il y a Marcin Budkowski, qui est le directeur exécutif de Renault, qui a travaillé pour la FIA avant d'être embauché par Renault. Donc, lui, il connaît aussi tous les aspects techniques. Il a travaillé pour... comment je dirais ça, justement établir les règles. Donc peut-être que lui, connaissance-là, ça lui a peut-être fait titiller, ça l'a fait titiller, ça lui a fait poser quelques questions, entre autres depuis les essais, parce que c'est bien beau de porter, de déposer une plainte, mais il faut qu'elle soit fondée, et je suppose qu'elle l'est tout autant, parce que je pense qu'on a tous vu les écopes de frein de la RP20 et de la W10. Oui, il faut démontrer qu'ils n'ont pas fabriqué. C'est là que Racing Point, ils n'ont pas à l'avant. Parce qu'avant même de mettre la voiture au CC, il y avait déjà invité la FIA à la fabrique, on déjà tout montré, ils ont déjà tout laissé regarder, prendre ce qu'ils voulaient. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand tu dis, ben regarde, on a les portes ouvertes, fais ce que tu voulais, cherche, regarde, c'est la voiture, c'est ici qui était fait, c'est ici qui était dessiné, ici les plans, c'est ici le développement. Quand ils ont invité à l'avance la FIA pour tout montrer pour tout dévoiler, c'est là qu'ils ont pris un pas à l'avance. Parce que quand ils ont arrivé toutes les plaintes, ben la FIA, il y avait déjà toutes les informations. Ouais, mais qui dit il faut démontrer que oui, c'est bien beau dire, il est pareil, mais il faut démontrer que c'est la même chose. Et deuxième chose, c'est que en plus, il y a des photos de Haas. Ouais. Que c'est aussi la même chose que Ferrari. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est un football d'équipe, parce que aussi c'est la même chose que Ferrari. Aussi, tu vas retrouver comment ça s'appelle, Alpha Tauri. C'est là qu'ils développent les pièces pour Red Bull. Ouais. Et c'est ça. C'est difficile, parce que quand il y a quelque chose qui va faire tomber tout le monde, on va faire un gros problème à la catégorie. Je pense que ça va pas passer, parce que c'était très difficile de commencer cette année. Et si en plus ça vient un gros scandale. Ouais.
Donc, moi, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne pense pas qu'on va voir une décision finale au Grand Prix de Hongrie. Je pense que c'est même beaucoup trop tôt, évidemment, avec toutes ces... Et même cette situation de confinement extrême en Hongrie. Donc, moi, je pense que ça va être un peu plus tard dans la On va saison. voir la tête ailleurs. Ouais, qu'ils vont voir la tête ailleurs. Dans les pires des cas, dans les pires des cas, ils vont pénaliser les derniers Grand Prix parce que c'est là qu'ils ont pris la pièce de Racing Point. Dans les pires des cas, ils vont pas jeter l'équipe dehors des championnats. Non. Ils vont juste faire la même chose que Renault. Ils vont éliminer son dernier résultat, la dernière course. Ils vont dire, mais il ne faut pas faire ça la prochaine course. De toute façon, Racing Point dit qu'ils viennent avec les Mercedes Rose 2.0 à Hongrie, mais que c'est déjà pour régler. Ouais, donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais chose sûre, c'est que on a deux guerres qui sont déjà enclenchées. Red Bull contre Mercedes et Renault contre Racing Point. Alors... Et Ferrari contre... Ah, ben ça, Ferrari, c'est une guerre à l'interne, alors... ben ça, tout ça, souvent été le cas. Oui, tu voulais dire quelque chose, Marc-André? Bien sûr. Je pense que dans tout ça, on oublie qu'il y a une écurie, je pense, qui a énormément confiance en ses moyens. C'est McLaren. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est une écurie qui passe un peu inaperçue, a réussi à obtenir des résultats sans vraiment... Tu sais, parce que McLaren aurait pu demander aussi à la FIA de vérifier les freins de Racing Point. Ils n'ont pas trouvé que c'était nécessaire parce qu'ils pensent avoir la voiture pour les battre, alors que Renault n'a pas confiance en leur voiture pour battre Racing Point, et je pense que c'est là que le bas blesse. Ouais, donc moi j'ai hâte de voir entre autres cette guerre-là. Donc le Grand Prix de Hongrie va être quelque chose d'assez chaud et pimenté. Alors c'est à voir, mais je pense que même le jeudi, en fait, bon, je vous rappelle, on enregistre le mercredi soir, mais je pense que jeudi, on va avoir certains jabs entre Renault et Racing Point. Donc, c'est à surveiller. Alors, j'espère même que si jamais il y a quoi que ce soit, on va glisser un mot dans le prochain épisode du Bulletin F1 où on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie. Et d'ailleurs, c'est ce qui met fin à cet épisode. Alors, si vous avez aimé les discussions, si vous voulez poursuivre le débat, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, sur facebook.com/bulletin F1, sur Twitter /le bulletin F1 et sur Instagram aussi à le bulletin F1 en un seul mot. On a aussi notre site web bulletinf1.com où on a le bulletin de notes ainsi que les notes d'avant-course. On a aussi quelques chroniques. Puis, je suis en train de concocter la critique du jeu F1 2020 parce que Marc-André et moi, on a commencé à jouer. Et c'est un très bon jeu. Et j'ai même mis sur YouTube, sur la page YouTube du Bulletin F1 qu'on a depuis quelques temps, mais il y a quelques vidéos. J'ai créé une équipe en l'honneur d'une équipe que j'adore. Je ne dirai pas laquelle, mais c'est assez facile. Et j'ai fait quelques... Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Marc-André? C'est pas Liverpool. Ah non, écoute, c'est certainement pas Liverpool. Mais quoi qu'après leur défaite, je pense pas que... j'ai pas envie d'avoir... Bleu, c'est les bleus, mais c'est pas français. Ouais, c'est ça, c'est pas français. C'est le bleu, mais c'est pas français du tout. Donc, ça donne une petite idée. Mais oui, j'ai fait une vidéo, en fait, où j'ai fait quelques tours avec ma nouvelle équipe dans F1 2020. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Et toi encore. Ça me fait plaisir. Et évidemment, le podcast va être disponible sur notre site bulletinf1.com ainsi que sur
vos plateformes de podcast préférées. Et n'hésitez pas à le partager si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Évidemment, comme j'ai dit, continuer le débat. Donc, tout commentaire constructif sera accueilli avec plaisir. Alors, sur cette musique de fond, je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Passez une excellente soirée ou bonne journée, peu importe où vous êtes.